Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien depuis mercredi dernier. Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission à cœur ouvert. Nous sommes en direct, du coup, comme tous les mercredis soirs à 20h sur TVADP, sur YouTube, sur Facebook, sur Crowdbunker. VK aussi, voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce soir, on va se reparler d'un sujet qui est primordial, qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout pas enterrer, qui est le Covid. Hein. C'est pas très réjouissant, mais il faut, c'est important parce que c'est loin d'être terminé et on va le voir ce soir avec nos invités. Donc, on va avoir Estelle Fougère, qui est journaliste scientifique indépendante, et Jean-Marc Sabatier. Donc, je vais vous faire un petit peu, j'ai pris mes notes pour pas oublier quelque chose. Ils ont écrit un livre ensemble sur Covid long, effet indésirable et du vaccin. Donc, c'était en juin 2024, si je me trompe pas, mais on refera un petit point si jamais je me suis trompée. Alors, Jean-Marc Sabatier, il est directeur de recherche au CNRS. Il est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et microbiologie et il a une habilitation aussi à diriger des recherches en biochimie. Jean-Marc Sabatier a dirigé plusieurs équipes de recherche académique, notamment au CNRS, à l'INSERM et en université. Et il a aussi dirigé un laboratoire de recherche mixte qui était académique et industriel consacré à l'ingénierie des peptides thérapeutiques à Marseille. Il est aussi éditeur en chef de revues internationales Coronaviruses et Infectious Disorders, Drugs, Targets. Excusez-moi pour mon accent anglais pas très très bon. Ses derniers livres, donc Covid long et effet indésirable du vaccin, donc avec Estelle Fougère, et Covid-19 aussi, les articles censurés de Jean-Marc, donc en 2020, 2021, 2022. Vous l'avez compris, ce sont deux personnes très engagées que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, que nous accueillons ce soir. Bonsoir Estelle, bonsoir Jean-Marc, merci d'avoir répondu de manière positive à mon invitation. Je suis ravie. Alors Jean-Marc, on se connaît en vrai, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Estelle, je suis ravie de vous rencontrer là ce soir. Et puis on en a discuté un petit peu en off. Et déjà Jean-Marc, est-ce que j'ai oublié des choses sur ta présentation ou pas? Non, pas du tout. Non, ça va? Bon, tant mieux. Estelle aussi, du coup, c'était correct? Ouais? Très bien, très très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors du coup, on en a discuté en off, hein, de repartir sur le Covid. C'était important de remettre un peu les choses au clair sur cette pandémie, comme ça a été défini. Hein. Finalement, on l'a vu, redéfini justement ce qu'était une pandémie. Vous parlez plutôt d'épidémie dans votre livre, tous les deux. Est-ce que vous voulez revoir là-dessus, sur ce mot, en tout cas, cette définition? En fait, la définition a été changée au moment de la crise sanitaire. C'est-à-dire normalement, les pandémies, enfin, on peut citer deux grandes pandémies qu'on a choisi de citer d'ailleurs dans le livre. C'est évidemment la pandémie de la peste, qui a été terrible, hein, qui a décimé vraiment l'Europe. Alors, on n'a pas exactement les chiffres parce qu'on ne pouvait pas avoir les chiffres autrefois comme nous pouvons les avoir aujourd'hui, même si aujourd'hui les chiffres justement peuvent être hautement critiquables, mais pour des raisons très différentes. On pourra y revenir éventuellement. Alors donc la peste, ça a été terrible, a décimé des millions de personnes en Europe, dans le monde, et évidemment l'épidémie de grippe espagnole qui aurait décimé entre 25 et 50 millions de personnes également. Donc là, il s'agit de véritables pandémies parce qu'il s'agit voilà, il y a beaucoup de morts. Là, ça a été changé. On a changé le nombre de morts pour le nombre de cas. Alors évidemment, le Covid, l'infection au SARS-CoV-2 a fait beaucoup de cas, mais ça n'est pas comparable aux autres, aux pandémies de peste ou de grippe espagnole, car le nombre de morts n'est pas le même. Donc, je trouve que cette définition a été changée. Peut-être ça participait à affoler un petit peu plus la population, puisque beaucoup de décisions tout à fait déraisonnables, à mon avis, ont participé à affoler la population. Et donc voilà, il faut quand même revenir là-dessus, parce qu'il faut nommer les choses. Je trouve que ça n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. Voilà. Jean-Marc, du coup, est-ce que tu partages cet avis-là et est-ce qu'on pourrait aussi finalement se parler de ce virus, hein, ce Covid-19 parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus complotiste comme on a été taxé auparavant de le dire, hein, qu'il a été créé, effectivement. Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus? Oui, je suis d'accord avec
avec Estelle sur la définition, épidémie, pandémie, ça ne change pas grand-chose, quoi. Le résultat est quelque part le même. Alors oui, les données, en fait, montrent que le virus, en fait, a été recréé, hein, qu'il n'est pas naturel. Donc, il y a un certain nombre de données expérimentales qui montrent, en fait, qu'il n'a rien de naturel. Le premier point, qui montre justement que ça serait une fabrication, hein, une manipulation, en fait, du virus, c'est la présence entre les domaines S1 et S2 de la protéine spike, justement, d'un site furine. Alors, c'est un site particulier, c'est un site qui correspond à 4 perles d'un collier de 1273 perles. Hein. Si on considère, par exemple, que la protéine spike, c'est un long collier structuré dans l'espace de 1273 perles, sachant qu'il y a 20 types de perles différents, en fait, il y a un motif de 4 perles qui se trouve exactement entre 2 sous-unités, S1 et S2, et c'est un motif qui est complètement atypique. D'abord, ce motif peut se retrouver dans certains coronavirus, pas de la famille des sarbecovirus, hein, qui est la famille du SARS-CoV-2, mais disons qu'on peut le retrouver dans certains coronavirus. Par contre, le motif qu'on retrouve, lui, ne se retrouve pas dans les microbes connus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas, il n'est pas décrit pour d'autres microbes. Et il a une séquence consensus, hein, qui est très particulière. En fait, ce site furine, c'est un site qui va être reconnu par une enzyme qu'on appelle la furine, qui va regarder au sein du collier de perles, elle va essayer de chercher un motif qui correspond à 4 perles bien particulières, et quand elle va voir ce motif, à ce moment-là, elle va couper. Hein. Elle va avoir une activité protéase, c'est-à-dire qu'elle va couper le collier de perles en 2. Et cette étape, en fait, de clivage de la protéine spike, elle est très importante parce que lorsque le virus interagit avec son récepteur cellulaire, qui est le récepteur ECA2, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, à ce moment-là, il ne peut pas rentrer dans la cellule tant que la protéine spike n'est pas coupée. Il faut qu'il y ait cette étape de clivage de la protéine spike pour que le virus puisse rentrer dans la cellule et réellement l'infecter. Voilà. Et donc, il y a plusieurs molécules qui peuvent faire ça, il y a plusieurs enzymes qui peuvent faire ça. Il y a la fluorine, par exemple, il y a une autre molécule qui s'appelle TMPRSS2, et puis il y a une autre molécule qui s'appelle la catepsine G, qui peuvent couper, entre autres, il y en a probablement d'autres protéines convertases. Alors, le motif qui est reconnu, 4 perles, c'est un motif très particulier, c'est R, X, K ou R et R. Donc, c'est un acide aminé basique, un acide aminé quelconque, un autre acide aminé basique qui peut être soit la lysine, soit l'arginine, et puis une arginine. Et dans le motif qu'on retrouve au sein de la protéine spike du SARS-CoV-2, le motif est différent. C'est RRAR, donc un résidu basique, qui est une arginine, une autre arginine, une alanine et une arginine. Alors, c'est pas anodin. C'est pas anodin puisque ce motif-là est reconnu par l'enzyme de type furine. Mais ce qui n'est pas anodin, c'est que la société Moderna a déposé un brevet en 2017 qui protège justement ce site furine. Et ils ont protégé 19 nucléotides qu'on retrouve totalement dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc c'est quand même troublant parce que c'est un motif qui est complètement inhabituel. Et ce motif-là, présent dans ce virus, en fait, permet au virus d'infecter beaucoup plus facilement les cellules humaines. Donc ça lui donne une propension à infecter les cellules humaines. Bon, en plus, il y a quelque chose dont je n'ai jamais parlé, mais dans la protéine spike du SARS-CoV-2, il y a également un autre motif qui s'appelle un adhésiotope, c'est un motif RGD. Donc, RGD, c'est une arginine, une glycine, un acide aspartique. Et c'est un motif particulier qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, mais par exemple qu'on ne retrouve pas dans la protéine spike du SARS-CoV-1. Le site furine ne se retrouve pas non plus dans la protéine spike du SARS-CoV-1, qui est le coronavirus de l'épidémie de 2002. Et ce motif RGD, lui, on le retrouve sur certaines intégrines membranaires. Les intégrines membranaires, ça va être des molécules de type laminine, vitronectine, fibronectine, etc. Donc, ce sont des protéines de la matrice extracellulaire qui reconnaissent des intégrines membranaires, qui sont des récepteurs à 2 sous-unités alpha et bêta. Il y a toute une famille donc d'intégrines. Et la protéine spike du SARS-CoV-2 peut reconnaître 2 intégrines particulières. Une s'appelle alpha-V bêta 3 et l'autre alpha-5 bêta 1.
Et lorsque la protéine spike reconnaît ces récepteurs et se fixe sur l'intégrine, par exemple via le motif RGD qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2, à ce moment-là, ça active un système qui s'appelle Caspase-3 et ça conduit à l'apoptose cellulaire. Ça tue la cellule. Donc, on retrouve quand même des éléments dans la protéine spike qui ne sont pas très nets, disons, qu'on ne retrouve pas en général dans les virus de type coronavirus, et notamment le cytfurine est vraiment très intriguant. Alors, le dépôt de brevet par la société Moderna en 2017 est quand même étrange, quoi. D'autant plus qu'on sait qu'en 2018, donc un an avant l'épidémie, hein, pour Estelle, l'épidémie, il y a eu un dépôt. Bon, il y avait ce dépôt de brevet, mais il y a eu un dépôt au NIAID, donc c'est l'Institut des maladies infectieuses et des allergies américain, qui est un des départements du NIH, hein, de l'Institut de la santé national de la santé américain, un dépôt conjoint entre Ralph Baric, un professeur de virologie, et donc de l'Université de Caroline du Nord, et Shizheng Li, qui est la sous-directrice du P4 de l'Institut de virologie de Wuhan. Et donc, lorsqu'on demande un financement, on doit décrire ce qu'on va faire, et ce qui a été décrit, c'est l'insertion d'un cytfurine, justement, dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Donc là, c'est quand même vraiment intriguant, puisque c'était un an avant donc l'épidémie ou la pandémie. Voilà, donc il y a un certain nombre de données qui montrent que le virus est artificiel, d'autant plus que des équipes de bioinformaticiens ont également analysé les sites restrictases au niveau du virus. Les sites restrictases, en fait, ce sont des sites au niveau du génome qui peuvent être reconnus par des enzymes qui dégradent en fait les acides nucléiques. Et donc, quand on reconstitue un virus en laboratoire, eh ben, on utilise des restrictases. Et là, on voit que le génome du SARS-CoV-2, il correspond, enfin, les sites restrictases présents correspondent à quelque chose qui aurait été reconstruit. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que ce ne serait pas naturel. Hein. C'est-à-dire que. Effectivement, donc c'était ni le pangolin, ni la chauve-souris. Ça a été fabriqué en laboratoire par des êtres bien humains. Oui. D'autant plus qu'il y a un professeur japonais qui est de l'Institut, qui travaille à l'université de Kyoto, d'ailleurs, qui s'est fait virer au passage, qui avait décrit à la télé japonaise que qu'il avait étudié, en fait, parce que c'est un bioinformaticien, qu'il avait étudié l'ensemble des sous-variants d'Omicron et qui avait vu donc qu'il y avait des mutations ponctuelles vraiment à tous les résidus d'acide aminé, enfin dans tous les domaines, et donc il avait conclu que ça ne pouvait pas être des variants naturels, c'est-à-dire que ça correspondait vraiment à des études de gain de fonction. Ce qui est vrai, enfin, ça correspond typiquement à des études de gain de fonction. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments en faveur d'un virus artificiel qui aurait été reconstruit en laboratoire. Ok, merci pour ces précisions qui font quand même froid dans le dos, même si on ne comprend pas les mots techniques, effectivement, on comprend bien le rôle de la protéine spike. C'est ce que tu disais, c'est que une fois insérée dans la cellule, elle la détruit, la cellule. Donc, est-ce que ça peut expliquer qu'il y ait autant d'effets secondaires chez les personnes, finalement? Alors, bon, bien sûr, il y a beaucoup de myocardites, voilà, des choses un petit peu, enfin, qu'on a entendu, hein, plus ou moins, notamment chez les sportifs de haut niveau qui tombent comme ça, comme des mouches sur des terrains. Et on a aussi eu, du coup, des AVC, il y a eu des thromboses, des syndromes de Guillain-Barré, enfin plein de choses, Creutzfeldt-Jakob. Voilà. Est-ce que ça peut expliquer aussi que les effets secondaires, et du coup on a du mal à l'attribuer soit au Covid-19, soit à l'injection, appelé vaccin hein, par nos chères élites, mais on a du mal à attribuer ça puisque finalement les effets chez les personnes sont complètement différents. Oui, mais c'est pas tellement surprenant qu'il soit différent parce que ça va dépendre de la génétique, ça va dépendre du système rénine-angiotensine parce qu'il y a des tas de variants chez les individus, hein, il y a des tas de formes différentes. Ce qui se passe, c'est que le virus, via sa protéine spike, c'est-à-dire que la protéine spike vaccinale le fait aussi, elle peut se fixer sur le récepteur ECA2, donc l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et dérégler un système physiologique qui fait fonctionner notre organisme. Donc, c'est un vaste système physiologique qu'on retrouve sur toutes nos cellules, que ce soit des cellules nerveuses, des cellules intestinales, donc des cellules épithéliales, hein, des cellules
endothéliales, comme dans les cellules de l'endothélium vasculaire. Ça peut être voilà, toutes les cellules nerveuses, etc. On les retrouve absolument sur tous les types cellulaires. Et donc, toutes ces cellules sont équipées par un système rénine-angiotensine. Elles ont tout un système rénine-angiotensine et sont pilotées par le système rénine-angiotensine. Et lorsque la protéine spike suractive le système rénine-angiotensine, ça active notamment un récepteur AT1R qui, lui, est très délétère parce qu'il fait des tas de choses délétères dans la cellule, puisque il est pro-hypertenseur, il est pro-inflammatoire, il est pro-angiogénique, il est pro-oxydant, il est pro-hypoxémique, pro-hypoxique, il est également pro-thrombotique, il est pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, il fait chuter le monoxyde d'azote. Donc, il est capable de mettre vraiment beaucoup de bazar dans l'organisme. Et comme toutes les cellules sont équipées justement de ces récepteurs du système rénine-angiotensine, on comprend par exemple pour les myocardites que ça va être une inflammation du muscle cardiaque. Hein. La péricardite, ça va être une inflammation du péricarde. Tout ça, c'est dû justement aux propriétés pro-inflammatoires du système rénine-angiotensine suractivé, et notamment du récepteur AT1R suractivé. Donc, certains vont avoir une encéphalite, hein, une inflammation au niveau du cerveau. D'autres, ça va être les myocardites, les péricardites. Ça peut être des thyroïdites avec des inflammations de la thyroïde. Ça peut être des vascularites avec des inflammations des vaisseaux sanguins. Hein. Ça peut être des labyrinthites avec, par exemple, des acouphènes avec une inflammation du labyrinthe, de la cochlée. Il peut y avoir vraiment tout type d'inflammation. Et ça va dépendre en fait du patrimoine génétique aussi de la personne, de son système rénine-angiotensine qui ne va pas être le même suivant les individus, hein, parce qu'il y a un grand polymorphisme génétique et protéique des éléments du système rénine-angiotensine, aussi bien les ligands que les récepteurs. Et puis ça va dépendre aussi du complexe majeur d'histocompatibilité des personnes. Hein. On a un complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2 qu'on retrouve sur nos cellules. Voilà, les HLA de classe 1 se retrouvent sur toutes les cellules. Les classes 2 se retrouvent sur les cellules CD4, les cellules présentatrices de l'antigène. Et il y a à peu près 1 millier d'allèles pour le système HLA, ce qui fait que en fait, les individus n'ont pas le même patrimoine hein, et la même sensibilité à une infection au SARS-CoV-2. Alors, on peut avoir donc un Covid long suite à une infection, mais également suite à une injection vaccinale. Alors, pourquoi ? Parce que dans les deux cas, on a de la protéine spike. Et la protéine spike se fixe sur le récepteur ESA2 et donc gêne la dégradation de l'angiotensine 2 qui va suractiver le récepteur AT1R. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, c'est justement dû à la vaccination ou bien alors à une combinaison des deux. Hein, ça peut être une infection plus une ou plusieurs injections. C'est que ces injections, en fait, produisent énormément de protéines spike. Beaucoup plus de protéines spike vous voyez, que lors d'une infection. Par exemple, une injection du vaccin Moderna, enfin bon, je parle de vaccin, mais bon, vous m'avez compris, hein, une injection vaccinale Moderna, c'est 100 microgrammes d'ARN messager, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN messager. Une injection du Comirnaty, hein, adulte, c'est 30 microgrammes, ça correspond à 14 000 milliards de molécules, donc c'est énorme. D'autant plus que ces ARN messagers produits sont beaucoup plus stables que des ARN messagers naturels. Ils n'ont rien à voir avec des ARN messagers naturels parce qu'ils ont été entièrement modifiés. Ça veut dire qu'ils peuvent subir beaucoup plus de cycles de traduction que les ARN messagers naturels et donc produire beaucoup plus de protéines spike. Donc, ils sont à la fois plus nombreux et ils sont beaucoup plus stables. Voilà. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais bon. Merci. C'est hyper important tout ce que tu nous dis. C'était, en fait, si on était complotiste, on se poserait la question déjà pourquoi c'est ce virus, hein, est-ce une arme biologique? Je vais interroger un peu Estelle aussi là-dessus, d'autant que des traitements nous ont été interdits, hein, interdits ou suite à une étude notamment soi-disant du Lancet qui a été rétractée d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, puisqu'elle était
fausses. Estelle, du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces traitements justement qui ont été interdits ou fortement déconseillés? On a eu notamment la vitamine C aussi, la vitamine D complètement, comme si c'était un truc incroyable d'un coup, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, enfin tous ces traitements-là qui restez chez vous, prenez du Doliprane et puis si jamais vous vous étouffez ou vous n'arrivez plus à respirer, bon, éventuellement vous appellerez l'ambulance si elle est disponible, bien sûr. Oui, voilà. Donc, effectivement, l'hydroxychloroquine a fait très tôt parler d'elle en France par le professeur Raoult. Alors, au départ, quand ça a fait un petit peu scandale et que tout le monde lui est tombé dessus, j'ai pris ça pour de la jalousie entre scientifiques, puisque les scientifiques sont quand même, enfin, comme toute personne, enfin, humaine, les jalousies existent évidemment. Et puis, enfin, il y a eu de très nombreux événements bien au-delà de l'hydroxychloroquine et même au-delà de l'ivermectine. Et je crois que un événement extrêmement important et extrêmement choquant et qui a choqué même les soignants, beaucoup de soignants, ça a été le Rivotril. Alors, effectivement, il y a des morts, des personnes qui sont mortes de ne pas avoir été soignées, d'avoir reçu le Rivotril. Alors, pour parler simplement du Rivotril, je rappelle simplement que dans le Vidal, et tout le monde peut y avoir accès sur Internet, il est noté qu'il ne faut jamais prescrire du Rivotril, qui est un antiépileptique à la base, sur un virus respiratoire. Donc, je pense que c'était effectivement très déconseillé. Et pourtant, il a fait l'objet d'une autorisation spéciale, d'un décret spécial pour pouvoir. Et il a été prescrit en dehors de l'hôpital. Beaucoup de personnes dans les maisons de retraite, des maisons spécialisées, n'ont pas reçu du tout de soins et n'ont reçu comme seul soin, qui n'en est pas un évidemment, le Rivotril. Donc nous avons des familles qui portent plainte et même des soignants qui ont été en dépression quand elles ont vu que ces patients, qui étaient certes très âgés, mais qu'on pouvait tout de même soigner, n'avaient eu aucune chance. Je rappelle simplement qu'à l'IHU de Marseille, ils ont soigné des gens et sauvé des gens du Covid qui avaient 90 ans passés. Je connais aussi un médecin que je ne nommerai pas puisque lui aussi a des ennuis. Il a des ennuis pour exercer aujourd'hui, qui a soigné une personne de 101 ans, qui a été infectée par le SARS-CoV-2 et qui s'en est sorti. Donc voilà, je crois que l'absence de soins est un très grand scandale qui va bien au-delà de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, qui était effectivement aussi très intéressante, puisque quand le 18 mai 2020, il est paru un texte émanant des autorités sanitaires qui s'inquiétait, dans le texte, s'inquiétait de la prescription de l'azithromycine. Alors l'azithromycine, c'est l'antibiotique, un antibiotique qui fonctionne extrêmement bien pour soigner l'infection au SARS-CoV-2 et le Covid. C'est un macrolide. Et donc, ce texte du 18 mai 2020 était absolument extraordinaire puisque les autorités s'inquiétaient donc de cette prescription de l'azithromycine, faisaient remarquer qu'il n'y avait pas eu d'essais cliniques par rapport au Covid, puisque l'azithromycine est un antibiotique qui existe depuis de très nombreuses années, hein, qui a été prescrit contre les pneumonies, mais les autorités tiquaient parce qu'il n'y avait pas eu d'essais cliniques par rapport à cet antibiotique, et elles conseillaient plutôt l'amoxicilline. Or, l'amoxicilline peut être un antibiotique très intéressant, simplement il n'est pas approprié pour le Covid. Et Jean-Marc en dira peut-être un mot. Mais je vais renchaîner sur les intentions, sur tout ce qui a été, sur les intentions, sur tout ce qui a été conseillé par nos autorités. Alors, il y a eu aussi la peur avec l'ibuprofène. On a conseillé donc le Doliprane, mais l'ibuprofène, on l'a fortement déconseillé. Il faut savoir qu'on fait partie des pays qui ont pratiqué l'exception médicamenteuse. On disait dans le livre qu'il n'y avait pas que l'exception culturelle, il y a aussi l'exception médicamenteuse,
puisque l'ibuprofène, très peu de temps après, les autorités au Royaume-Uni ont dit qu'il n'y avait pas de problème, en Espagne pareil, et même l'OMS. Et l'ibuprofène pouvait avoir une vertu anti-inflammatoire intéressante pour éviter la phase inflammatoire qui était évidemment la plus dangereuse. À cela aussi, se sont ajoutées d'autres très nombreuses erreurs. Après, on peut penser ce qu'on veut. Je ne sais pas si ce sont des erreurs. Le public en peut en penser ce qu'il veut. Moi, je suis là pour nommer les faits. Je crois que ce qui a été assez grave aussi, c'est de ne pas dire très tôt qu'il fallait s'équiper d'un oxymètre de pouls, puisque un des dangers, un des grands dangers était la baisse de l'oxygène dans le sang. Et on a appelé ça l'hypoxie heureuse ou silencieuse, parce qu'hélas, le patient ne ressent pas le manque, les problèmes respiratoires ou le manque d'oxygène, et quand il le ressent, c'est souvent très, très, très tard. Et il peut être amené à l'hôpital, mais c'est souvent trop tard. Donc, effectivement, quand on a le Covid, y compris aujourd'hui, avoir un petit oxymètre de pouls, c'est ce petit instrument qu'on met au bout des doigts, est très utile, parce qu'il faut avoir minimum 95, mais c'est mieux d'avoir au-delà de 98. Jean-Marc pourra peut-être en dire un mot. Ensuite, il y a eu une autorisation, une ATU sur le remdesivir. Alors, le remdesivir, c'est une molécule qui coûte très cher, dont pourtant l'OMS a dit qu'elle n'apportait aucun bénéfice, et qui a été quand même commandée par l'Europe en 2020 et distribuée dans les hôpitaux, alors qu'elle est très dangereuse, notamment pour le rein, peut avoir des effets très, 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 très dangereux sur le rein, le foie, mais également le cœur. Ensuite, nous avons eu aussi le Paxlovid. Le Paxlovid, Jean-Marc nous en dira également peut-être un mot. C'est là qui est sorti en 2021 et qui a été 2021-2022, qui est une molécule soi-disant antivirale quand les gens étaient malades, infectés au SARS-CoV-2, et qui cause également beaucoup de problèmes, et il produit ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que le patient se retrouve négatif après avoir été infecté, puis tout d'un coup, il redevient positif. Et là aussi, Jean-Marc nous dira peut-être un mot par rapport à ça. Donc, tout ça aligné est quand même assez édifiant. Je rappelle simplement que toutes les études sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, n'ont pas eu grâce aux yeux de nos autorités sanitaires, qui ont toujours trouvé des moyens pour les contredire, pour dire qu'elles n'étaient pas assez sérieuses, qu'il n'y avait pas assez de personnes dans les essais cliniques, qu'elles n'étaient pas randomisées. Mais quand on voit le rapport de Christine Coton sur l'essai clinique Pfizer, je pense qu'on est à peu près, il n'y a pas que des petits essais cliniques, les petits essais cliniques de ces molécules-là qui n'ont pas été sérieux. Certes, je rappelle qu'il y a peut-être certains essais cliniques qui n'étaient pas sérieux, ça peut arriver, mais enfin, il y a quand même eu des gros essais sur l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui n'ont pas été pris en compte. Et je terminerai juste par ça. Il faut que le public ait conscience que s'il y avait eu un traitement précoce autorisé, il ne pouvait pas y avoir de vaccin en autorisation d'urgence. Il pouvait y avoir un vaccin, mais pas en urgence. Voilà. Merci beaucoup Estelle pour toutes ces précisions, d'autant que normalement, hein, mais bon, je suis pas médecin, hein, mais normalement on n'injecte pas, on ne vaccine pas, hein, si on emploie leurs mots, en période d'épidémie justement, hein, puis on n'injecte pas non plus des femmes enceintes, enfin voilà, enfin ça a été du délire dans tous les sens. Jean-Marc, il y a eu plusieurs questions auxquelles tu avais déjà répondu. Je sais pas si tu les as vues passer, notamment sur. J'aimerais bien que tu puisses répondre aussi sur les métaux lourds et justement les ondes électromagnétiques. Il y a pas ton micro est coupé, pardon, Jean-Marc, excuse-moi. Ah oui. Pour les ondes électromagnétiques, effectivement, il y a un effet, hein, il y a un effet important sur la cellule humaine, hein, ce qui est logique parce qu'il y a des tas d'électrolytes, il y a des tas de molécules chargées, enfin bon, il y a des tas d'électrons qui se promènent un peu partout, il y a des transporteurs d'électrons. Donc, il y a un effet néfaste. Alors, en général,
Les effets néfastes se situent à des fréquences qui sont entre 300 MHz et 300 GHz, et puis en dessous de 30 Hz, là où il y a la fréquence de résonance des organes, quoi. Voilà. Ce sont les fréquences, en fait, les plus délétères. Alors, celles qui sont très délétères, c'est les ondes aussi électromagnétiques de la Wi-Fi, par exemple, hein. C'est à 2450 MHz, hein, donc 2,45 GHz. Les antennes 5G aussi. Là, ça peut être très, très délétère. Oui. Ça peut même être utilisé pour tuer quelqu'un, par exemple, en augmentant la puissance. C'est une fréquence qui peut être très, très délétère. Donc, il y a bien un effet des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, avec Patrick Jolant, il y a eu un livre qui concerne justement ces ondes électromagnétiques et puis ces fréquences très délétères. Et puis comme par hasard, hein, trop de coïncidences font une évidence. Comme par hasard, quand on était confiné, il y a eu une multiplication d'antennes 5G partout. C'était très curieux, encore une fois. Ce serait complotiste de poser la question, quel était l'intérêt de poser des antennes 5G pendant qu'on était confiné? Enfin, en tout cas, pas pour les personnels dits essentiels, mais effectivement, c'est quand même assez questionnant. Et Patrick Jolant, oui, on le recevra, j'espère bientôt aussi à ce sujet. Il y a eu une autre question. Peut-être, je ne sais pas si tu peux y répondre, Jean-Marc et même Estelle, sur la différence, comment reconnaît-on finalement le Covid par rapport à la grippe? Parce que c'est vrai que pendant 2020, hein, on n'avait plus du tout de grippe, hein, comme par hasard, il n'y avait que du Covid. Donc, est-ce que vous savez un petit peu les symptômes, comment on peut reconnaître justement et différencier les deux, sans faire le test, sans avoir à se mettre un truc dans le nez? Disons que ça dépend aussi de la période, hein, parce que les symptômes ne sont pas les mêmes suivant qu'on est infecté par Omicron ou par la souche d'origine ou par le Delta. Enfin, il y a eu une évolution, hein, des symptômes, hein. Il y en a, les derniers, par exemple, qui font couler le nez, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Enfin, bon, ça dépend vraiment des sous-types, des sous-variants qui circulent, hein. Voilà. Mais disons que les symptômes sont assez comparables d'une manière générale, quoi. Il me semble. D'accord, merci. Estelle, peut-être vous vouliez rajouter quelque chose sur les symptômes ou autre chose d'ailleurs? Ensuite, la maladie n'est pas la même. C'est pour ça que c'était extrêmement déroutant au départ de voir qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de peau. Vous savez, on a parlé des gens qui avaient tout d'un coup un orteil qui devenait tout noir, ce genre de choses. Des gens qui ont eu des problèmes neurologiques, qui avaient un brouillard neurologique. La grippe, quand même, ne fait pas ça. Moi, j'ai connu des Covid gastriques très graves. Eh bien, justement, c'est parce que la protéine spike peut déstabiliser le système rénine-angiotensine, qui est le chef d'orchestre du corps et qui est partout. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens ont eu quand même des manifestations diverses et variées, la perte de l'odorat, la perte du goût, ce genre de choses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que lorsque ils ont fait une présentation à la FDA, je crois, du vaccin, tous les effets indésirables, hein, y compris la possibilité d'en mourir, et ont été décrits avant que le vaccin soit mis sur le marché. Donc ça n'était pas ignoré, hein, et ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont injecté des jeunes qui n'avaient aucune chance de mourir de ça, mais qui par contre pouvaient avoir des effets indésirables très, très graves, étant donné qu'ils avaient un système immunitaire très jeune et qui répondait plus fortement peut-être à cette vaccination qui n'en est pas une. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Ouais, merci, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Et puis les parosmies, tout ça, c'est typique d'une infection au SARS-CoV-2. Ouais. Ok. Du coup, dans votre livre, quand même, vous êtes aussi, vous apportez aussi un peu de solutions, hein, justement, sur les traitements. Est-ce que vous voulez en dire deux mots sur ça, justement, sur les traitements liés aux effets secondaires et du Covid long et ou de l'injection? Oui. Je voulais rajouter quelque chose parce que pour les métaux, il y avait une question sur les métaux. En fait, c'est des molécules qui ont des atomes de soufre, comme le NAC, le N-acétylcystéine, par exemple, ou le glutathion, hein, qui a une cystéine en position 2, donc avec une fonction Thiol. Ce sont des très bons
détoxifiant, notamment des métaux. Parce que c'est la présence de l'atome de soufre qui permet justement de piéger les métaux, quoi. D'accord, merci pour cette précision, effectivement. Du coup, sur les traitements, par rapport au Covid long et ou suite à l'injection, est-ce que vous voulez en dire 2 mots? Je ne sais pas si c'est Estelle qui veut prendre la parole ou Jean-Marc? Oui, ce livre, enfin, je vais peut-être prendre la parole au départ parce qu'après Jean-Marc va apporter des spécificités de biochimiste, extrêmement importantes. Donc, ce livre, il a été quand même écrit pour apporter des solutions. Alors, bien sûr, nous avons au départ repris tout ce qui s'est passé parce que je crois que les gens, il fallait qu'ils comprennent comment ils se sont fait avoir et c'est pas de leur faute, hein. Quand on pense vaccin, on pense protection, c'est bien normal. Et puis vu le matraquage qu'il y a eu à la télévision, par quand même des gens qui avaient des titres, hein, professeur à la Salpêtrière, professeur à Cochin, et cetera, et cetera. Ils ne sont pas critiquables en aucune manière. Mais je crois qu'il fallait reprendre ça, il fallait reprendre beaucoup de certains éléments importants pour qu'ils comprennent tout ce qui s'est passé, puisqu'ils ils manquent souvent d'explications par leurs médecins. Or, les gens malades ont besoin d'explications et ont besoin de comprendre pourquoi il faut éventuellement qu'ils suivent certains traitements. L'homme est un être pensant, hein. Il faut pas lui dire tu prends ça et tu cherches pas à comprendre parce que non, moi je suis le sachant, je suis le médecin le sachant et toi tu n'es rien. Je trouve que c'est une chose absolument épouvantable. Il faut absolument expliquer et à partir du moment où on explique, je pense que le patient est beaucoup plus motivé pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Oui, oui, très bien, effectivement. Jean-Marc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ben, disons par rapport aux effets secondaires, c'est ça, toutes les molécules. Oui, les traitements éventuellement qu'on pourrait Ouais, proposer. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de molécules, hein, qui peuvent être utilisées, puisqu'il y a une grande variété en fait de pathologies, hein. Donc, il y a les pathologies nerveuses, hein, neurodégénératives, tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, tout ce qui est pathologie gastro-intestinale, et puis aussi l'auto-immunité, et puis les cancers, hein, qu'on voit pas mal se développer. Alors, il y a un arsenal thérapeutique. Déjà, il y a des plantes. Il y a des plantes qui peuvent être utilisées parce que c'est très, très puissant, hein, les plantes. Donc, les plus connues, ça va être Artemisia annua, dans laquelle on retrouve de la quercétine, hein, un inhibiteur du SRA, qui est un antioxydant aussi. On retrouve de l'artémisinine, qui agit sur des pompes calcium. Il y a par exemple la renouée du Japon, Renotria japonica, qui a aussi de la quercétine, hein, comme Artemisia annua. Et puis, il y a toute une famille de plantes, l'aloe vera, le ginkgo biloba, le schisandra, le rabinsara, la berbérine, angelica, le romarin. Enfin, bon, il y a quand même le cumin noir, hein, bien sûr, Nigella sativa, très puissant. Donc, il y a pas mal de plantes qui ont une bonne activité, hein. Et puis après, bon, il y a des familles de médicaments qui peuvent être utilisés, déjà des compléments alimentaires qui sont indispensables, hein. Donc évidemment, les molécules les plus importantes, c'est la vitamine D, qui est très importante. Elle a une importance particulière parce que la vitamine D sert de carburant à toutes les cellules. Et notamment, cette vitamine D, elle agit vraiment complètement sur le système rénine-angiotensine, elle le pilote tout en amont, hein, puisqu'elle inhibe en fait une enzyme, hein, qui s'appelle l'arénine et qui dégrade l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur d'angiotensine 2, qui est très délétère quand il est en excès. Et il est en excès quand il y a justement la protéine spike virale ou vaccinale dans les parages, quoi. Donc, il faut cette vitamine D. Avec cette vitamine D, il faut absolument du magnésium, parce que la vitamine D qu'on prend est inactive et pour devenir active, elle a besoin d'être métabolisée 2 fois au niveau du foie et du rein par des enzymes, hein, 25-hydroxylase et une alpha-hydroxylase. Et ces enzymes ne marchent que s'il y a du magnésium, parce qu'elles utilisent comme cofacteur le magnésium. Donc, le magnésium est très important à prendre, environ 300 mg par jour, d'autant plus que 80% des personnes en moyenne manquent de magnésium.
Alors, avec ça, il faut rajouter idéalement du zinc. Environ 15% des personnes manquent de zinc, et le zinc est important, d'abord parce qu'il y a plein de métalloprotéinases à zinc, hein, donc pour que les cellules fonctionnent correctement, pour que toutes les voies de signalisation soient activées, il faut du zinc. En plus, c'est une substance qui est antioxydante, qui est anti-inflammatoire, qui est antimicrobienne. Et puis surtout, elle sert de cofacteur à des facteurs de transcription qui vont transcrire en fait des gènes sous l'influence du calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D. Donc, la vitamine D, quand elle se fixe sur son récepteur, donc après qu'elle ait été métabolisée 2 fois, hein, qu'elle soit transformée en calcidiol et en calcitriol, elle est capable de reconnaître son récepteur qui a la membrane nucléaire. Et à ce moment-là, il se forme un complexe ternaire avec une autre molécule qui s'appelle l'acide rétinoïque X. Et ça permet donc à ce complexe ternaire de rentrer dans le noyau. Et c'est là que la transcription des gènes va être pilotée. Hein. Et pour ça, il faut des facteurs de transcription. Et ces facteurs de transcription utilisent le zinc. C'est pour ça qu'il faut du zinc. Alors, en plus de ça, il faut des antioxydants. Les antioxydants, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y a la quercétine, il y a l'acide ascorbique, donc la vitamine C, il y a le NAC, le N-acétylcystéine, il y a le glutathion, mais il y en a encore plein d'autres. Hein. Par exemple, il y a la carnosine. Hein. La carnosine, c'est un dipeptide aussi naturel. Hein. C'est de la bêta-alanine histidine qui est puissant. Hein. C'est un puissant aussi antioxydant, comme le glutathion, qui lui est un tripeptide. Donc, en fait, ces molécules-là, ces antioxydants sont importants parce que quand AT1R est suractivé, il active une enzyme qui s'appelle NADPH oxydase NOx, qui produit des tas de particules réactives de l'oxygène, qui sont soit donc des précurseurs de radicaux libres, soit des radicaux libres. Et ces radicaux libres sont très délétères pour les cellules, parce que ça les fait dysfonctionner, ça fait dysfonctionner les mitochondries, ça peut mettre la cellule en apoptose ou en nécrose, ou en dysfonctionnement autophagique. En tout cas, c'est très délétère pour la cellule et ça peut tuer les cellules. Donc, il faut des antioxydants. Donc ça, c'est quelque chose de très important d'avoir des antioxydants. Alors, dans les cas les plus sévères, il faut rajouter d'autres molécules. Par exemple, la taurine, qui va être très importante. Hein. Donc la taurine, c'est NH2, CH2, CH2, SO3H. Donc c'est en fait un acide aminé, mais qui n'a pas d'alpha-carboxylate, c'est une autre fonction encore plus acide. Et c'est une molécule qui est vraiment très importante parce qu'elle est très importante pour le fonctionnement du système nerveux, mais également pour tout le système cardiovasculaire. Et la taurine, c'est vraiment très important. En plus, ça augmente la longévité. Hein. Ça augmente l'espérance de vie des personnes. Ça a été démontré chez les animaux de façon spectaculaire, notamment chez les souris. Alors, avec ça, il va falloir le dire à Laurent Alexandre et les autres personnes, ça. Si ça augmente la durée de vie, il va falloir leur dire. Tu leur as dit? Ah oui, non, c'est vraiment spectaculaire. Hein. On peut les donner aux chats aussi. Hein. Moi, j'en donne à mes chats, hein, de la taurine. Alors, ce qu'il faut aussi dans les formes les plus sévères du dérèglement du système rénine-angiotensine, c'est d'avoir un complexe de vitamine B. Les vitamines B les plus importantes, pour le dérèglement du SRA, bon, elles sont toutes importantes, mais il y en a qui sont vraiment clés. Il y a la B1, c'est la thiamine, qui est très importante. Il y a la B3, donc c'est la niacine, hein, la vitamine PP, qui est très importante. Après, il y a la B6, c'est la pyridoxine. Il y a la B4 aussi, qui est la choline, qui est en fait un précurseur de l'acétylcholine, hein, qui est donc le neurotransmetteur principal pour le système nerveux périphérique parasympathique, hein, qui est donc très important pour stimuler dans le cadre d'un Covid sévère. Après, il y a l'acide folique, la B9, et puis il y a la B12, la cobalamine aussi, très importante. Voilà. Et puis, il faut prendre aussi de l'iode. L'iode est très important parce qu'il permet de bien faire fonctionner la thyroïde. Hein. Notamment, c'est indispensable pour les hormones thyroïdiennes, hein, puisque la T2 est transformée en triiodothyronine grâce à l'iode, et puis la triiodothyronine, elle est transformée en T4, en thyroxine, grâce à l'iode aussi. Et l'iode est très important, et la thyroïde est très importante parce que c'est elle qui est engagée dans tous les métabolismes, c'est elle qui détermine la vitesse de fonctionnement des cellules. Voilà. Et il faut du sélénium aussi. Donc ça, c'est très important. En général, c'est 100 ou 200 microgrammes de sélénium, hein, journalier. Et puis, il faut des oméga 3 aussi.
Les oméga 3, hein, ce sont des acides gras insaturés. Et nous, on n'en fabrique pas, mais les mammifères, en général, en fabriquent. On en a besoin, puisque ces acides gras, notamment à chaîne courte, sont très importants pour l'organisme. Voilà, là, ce sont les molécules, disons, principales à voir. Alors après, il y a des tas d'autres molécules quand on a des formes sévères. Alors on peut avoir différentes pathologies parce que la suractivation du SRA, elle peut entraîner donc un syndrome d'activation macrophagique, un syndrome d'activation mastocytaire, une hypokaliémie et puis un SIBO, hein, une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, mais ça peut provoquer aussi une pullulation en fait des champignons dans l'intestin grêle ou des bactéries dans le côlon, et ça peut provoquer une pullulation aussi des archées dans le côlon, ce qui est responsable par exemple de l'intestin irritable. Hein, voilà. Et donc, pour bien faire fonctionner tout ça, il y a d'autres molécules qui interviennent. Par exemple, pour traiter un SAMA, hein, qui concerne les mastocytes, qui sont des cellules de l'immunité innée, qui sont impliquées justement dans les phénomènes allergiques, et ben, on peut prendre du glucomoglicate de sodium. Voilà. Pour calmer tout ça aussi, on peut prendre par exemple de la naloxone ou la naltrexone, qui sont des molécules très, très importantes. Hein. Ce sont des antagonistes des récepteurs opioïdes qu'on retrouve principalement dans le système nerveux central, hein, avec les trois formes principales. Les récepteurs opioïdes, ça va être le mu, le kappa et le delta. Notamment, c'est le mu le plus important. Donc, ce sont des molécules très importantes. Hein. On parle de low-dose naltrexone. Après, vous avez, par exemple, la gabapentine, hein, anti-épileptique. Vous avez, par exemple, le modiodal, hein, un anti-narcoleptique très important. Donc, le modiodal, lui, c'est un inhibiteur de la recapture de dopamine et de noradrénaline. Vous avez aussi la fluvoxamine, la fluoxétine, qui sont des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Voilà, vous avez, par exemple, aussi des antagonistes de CCR5, hein, avec le maraviroc. Vous avez bien sûr tous les antihistaminiques H1, donc Aerius, Bilasca, Bilastine, kétotifène, cétirizine. Vous avez les antihistaminiques H2 comme la famotidine ou H3 avec le toplexil, hein, ou l'oxomémazine, et puis le H4 avec la triforan. Vous avez aussi des anti-leucotriènes qui peuvent être très utiles. Hein. Le montelukast, par exemple, hein, le singulaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même un bel arsenal thérapeutique. Il y a d'autres molécules qui sont très importantes, par exemple l'évocarnil, hein, et de la carnitine. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a un azote chargé positivement qui permet de transporter justement les acides gras à l'intérieur des mitochondries. Donc ça, c'est très important. Bon, la carnosine aussi, qui est très importante parce que c'est un antioxydant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme molécules? Il y a toute une batterie, je crois que ce sont vraiment les principaux. Principal. Et peut-être que du coup, on peut prendre ça aussi en traitement de fond. Et je vous remercie d'avoir fait ce livre. Peut-être Eric pourra le remettre à l'écran. Pardon? Il y a l'acide lipoïque aussi. L'acide lipoïque, c'est un cofacteur d'enzymes. Il y en a 5 qui ont été étudiés, et notamment 2 enzymes qui sont impliquées dans le cycle de Krebs. Donc l'acide lipoïque, c'est très bon. Et puis aussi, pour se soulager d'un Covid long, plus ou moins sévère, il y a aussi la possibilité d'un jeûne court, d'un jeûne suivi bien sûr par un médecin, hein, parce que c'est important, de faire un jeûne court, parce que le jeûne fait des changements métaboliques qui vont être très, très bénéfiques pour quelqu'un qui a un dérèglement du SRA, notamment parce que ça va lancer le processus d'autophagie, qui est un processus de régénération cellulaire. Ça va modifier la balance des hormones aussi. Ça va changer la dynamique mitochondriale, hein, ça va favoriser la dynamique mitochondriale parce que ça va inhiber le stress oxydatif. Et puis, ça va faire une reprogrammation métabolique avec une utilisation justement des lipides, hein, c'est-à-dire une oxydation, une lipolyse, une oxydation des acides gras notamment, qui vont produire donc des corps cétoniques qui vont être très bénéfiques, notamment pour le système cardiovasculaire. Et puis, ça va utiliser aussi des acides aminés cétogènes, hein, comme la tréonine, la leucine, la tyrosine et la phénylalanine. Voilà, donc ça va être très bénéfique, ce type de jeûne. Il faut bien qu'il soit contrôlé.
Il ne faut pas le faire quand on a un diabète de type 1, c'est-à-dire un diabète auto-immun, parce que ça peut être très dangereux, hein, ça peut provoquer une acidose métabolique, ça peut même entraîner la mort, donc ça doit être quand même bien surveillé. Mais ça va être très bénéfique parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires, donc ça va inhiber l'inflammation, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline. Donc ça c'est bien parce que le dérèglement du SRA, il nous met dans un état de prédiabète, donc de résistance à l'insuline. Donc ça permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Ça va régénérer en fait le système digestif qui va être au repos et qui va se réparer. Ça va nous faire produire au niveau du cerveau, ça va être excellent pour le système nerveux, aussi bien pour la cognition que pour la mémorisation et tout, puisque ça va réparer les dommages cérébraux. Ça va inhiber aussi l'inflammation, hein, notamment par l'intermédiaire des cellules microgliales qui sécrètent des cytokines pro-inflammatoires. Donc, ça va inhiber tout ça. Ça va stimuler la neurogénèse pour certains endroits qui peuvent faire de la neurogénèse, comme l'hippocampe. Donc, ça va être très, très bénéfique parce que ça fait fabriquer un facteur qui s'appelle le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, hein, BDNF. Ça va être très, très favorable. Et puis aussi, ça va nous faire produire des protéines de choc thermique qui vont justement être lancées par le processus d'autophagie. C'est-à-dire que quand on a l'autophagie qui est lancée lors du jeûne, c'est parce qu'on provoque un stress. Hein, la réduction calorique provoque un stress à l'organisme. Ce stress nous fait produire des protéines de choc thermique, hein, les choc protéines. Il y a toute une famille de choc protéines. Et ces choc protéines vont être impliquées dans la dégradation des protéines dysfonctionnelles. Ça va aussi permettre de réparer celles qui ne fonctionnent pas ou fabriquer des nouvelles molécules. Et puis, ça va agir plus loin. Ça va stimuler aussi le système immunitaire. Ça va agir au niveau de la production des récepteurs aux hormones stéroïdes. Enfin, bon, il y a des tas d'actions qui vont être lancées. Et puis, ça nous fait également produire des sirtuines qui vont augmenter la longévité. Donc, c'est assez spectaculaire. Ces molécules sont impliquées dans la réparation donc de l'ADN. Et puis, ça augmente la longévité parce que ça inhibe la transcription. Hein, parce que c'est une famille de sirtuines. Bon, il y en a 7 connues. Voilà, il y a des sirtuines qu'on retrouve soit dans le noyau cellulaire, soit dans le cytoplasme. Hein, par exemple, ça va être le cas des sirtuines 1 et 2, soit dans les mitochondries, avec les 3, 4, 5 et les 6, 7 que dans le noyau. Et en fait, ce sont elles agissent sur les protéines histones. C'est des histones désacétylases qui dépendent du NAD+. Et le NAD+, c'est aussi un composé qu'on peut utiliser pour un Covid long. Il va être très bénéfique, le NAD+. C'est la forme oxydée du nicotinamide adénine dinucléotide et c'est impliqué dans les transferts électroniques. Et puis, il y a bien sûr, comme antioxydant, il y a aussi la phycocyanine, qui est très, très bonne parce que c'est un très puissant antioxydant, beaucoup plus puissant que la vitamine C, que la vitamine E. Voilà. Merci Jean-Marc, merci pour cette longue liste. Je suis désolée, l'heure tourne et c'est quand même hyper précieux de savoir qu'il y a des traitements, il y a des choses qui peuvent être prises pour se soigner, pour justement des personnes qui disent aussi je suis pas injectée mais je me sens très fatiguée, je me sens stressée, etc. Donc merci pour votre livre à tous les deux. À ce niveau-là aussi, je vous encourage, Eric l'avait affiché tout à l'heure, je vous encourage à vous le procurer. Covid long et effet indésirable du vaccin, du coup. J'aimerais qu'on aborde, parce que c'est primordial, voilà, on le remet à l'écran, merci Eric, comme ça vous l'avez, vous pouvez vous le procurer. J'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur justement les nouveaux vaccins, hein, qui sont appelés vaccins, et que vous puissiez nous expliquer quelques petits, pas petits, mais des gros points de détail et qu'il faut absolument savoir. Alors non pas pour faire peur encore une fois, mais nous partons du principe et du postulat que en sachant, on peut se préparer aussi, on peut se prémunir. Donc c'est très très important d'avoir conscience de ça. On en parlait notamment Jean-Marc et puis Estelle, on en a parlé aussi là un petit peu en off, notamment ce qui se fait chez les animaux et chez les canards, hein, notamment. Donc voilà, en ces périodes de fête, je sais pas qui veut commencer à prendre la parole du coup, ou Estelle ou Jean-Marc, peut-être laisser Jean-Marc se reposer un peu. Tu n'as pas ton micro? Oui, il y a le micro qui est coupé, Estelle, pardon. Ah bon, oui, je voulais juste revenir sur certaines choses par rapport j'ai vu passer des réflexions, enfin de gens qui sont intervenus pour dire qu'ils étaient un peu affolés. Alors,
effectivement, il y a, tout est répertorié dans le livre parce qu'effectivement, à l'oral, on ne peut pas retenir tout ça, donc c'est très bien expliqué. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on a effectivement un Covid sévère, il faut prendre pas mal de molécules. Là, je ne dirai évidemment pas le nom, mais il y a eu un médecin qui a été injecté 3 fois et qui nous a donné son compte rendu où il avait de très nombreux problèmes cardiovasculaires, thyroïdiens, gastriques, enfin tout un tas de choses. Et effectivement, il a pris une combinaison de vitamines et minéraux, pas avec des petites doses, mais ça s'est du coup très très bien passé. Et aujourd'hui, il conclut en disant qu'il est asymptomatique. Ce qui veut dire qu'il ne ressent plus, il ne sait pas s'il a toujours quelque chose ou pas, mais il ne ressent plus les effets. Or, c'était très invalidant pour lui. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas à prendre tout ça si on n'a pas de pathologie sévère. Il faut prendre de temps en temps des choses comme la vitamine D parce qu'on est toujours carencé en vitamine D ou magnésium. Mais il faut aussi ne pas oublier la nourriture. Or, avec la nourriture transformée, les produits qui ne sont pas bio, qui sont vidés de leurs vitamines et de leurs minéraux, hein, puisque les sols, non seulement on retrouve effectivement beaucoup de pesticides, mais ces pesticides-là tuent des vitamines et des minéraux qui sont essentiels, et notamment le sélénium. C'est la raison pour laquelle parfois il faut se supplémenter, parce que la nourriture que nous avons aujourd'hui n'est plus celle qui était n'est plus celle du début du XXe siècle, quand il n'y avait pas tous ces produits. Voilà, il faut savoir qu'une pomme aujourd'hui a 50 fois moins de vitamines qu'une pomme d'il y a 60 ou 70 ans. C'est un petit peu affolant. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, là, nous allons parler des nouveaux vaccins ARN messager auto-amplifiant, auto-répliquant, puisque il y a 500 vaccins, je crois, en préparation, 500 vaccins ARN en préparation, 120 pour la forme humaine et plus de 350 pour les animaux, pour la forme vétérinaire. Donc, c'est un petit peu affolant. Et donc, je vais laisser la parole à Jean-Marc, qui nous parlera peut-être des canards. Ton micro est coupé, Jean-Marc. Je répondrai à la méthylation après, parce que j'ai vu un passage. Que pensez-vous de la méthylation? La méthylation, elle permet de réprimer en fait des gènes. Souvent, ça va être les acides aminés qui sont méthylés, c'est la cytosine. Alors, chez l'homme, c'est la cytosine, mais chez certaines espèces, ça peut être aussi l'adénosine qui peut être méthylée. Et la méthylation, elle se fait au niveau du promoteur et elle inhibe la transcription donc, des gènes et donc la production de l'ARN messager et donc la production de la protéine correspondante. Voilà. Donc la méthylation, c'est une modification épigénétique de l'ADN. Voilà. Et notamment les sirtuines, elles agissent aussi par une régulation épigénétique, puisqu'elles agissent justement sur les protéines histones, sur l'epsilonamine des lysines, et elle permet en fait, en désacétylant, elle libère la charge positive qui interagit avec un phosphate de l'ADN et ça permet de condenser la chromatine et donc ça inhibe la transcription, puisque quand elle est décondensée, il y a plus de transcription. Alors pour en revenir à ces vaccins, bon, on parle de vaccins, mais bon, tout le monde a compris que ce ne sont pas des vaccins. Là, effectivement, c'est très grave ce qui se passe. Bon, vous savez que le premier vaccin auto-amplifiant a été accepté en 2023 au Japon. C'est un vaccin qui a été produit par la société californienne Arcturus Therapeutics, qui a déjà été injecté à des millions des milliers de Japonais, pas des millions, des milliers de Japonais. Donc, il est très délétère. Je vais vous expliquer brièvement comment c'est fait. Mais là, ce qui est plus inquiétant, c'est que depuis octobre, je crois, de cette année, il y a eu une autorisation d'injecter 62 millions de canards avec donc deux types de vaccins. Donc, il y a un vaccin inactivé qui est basé sur la protéine H5, sur les magglutinines H5,
pour combattre donc la grippe aviaire, hein, H5N1. Et puis, le problème, c'est qu'il y en a un autre aussi qui a été accepté, et c'est un vaccin auto-amplifiant, justement, dont l'antigène n'est pas la protéine spike, mais aussi l'hémagglutinine H5. Et donc, les auto-amplifiants, c'est vraiment un vrai problème, puisqu'on injecte des animaux, par exemple des canards avec, mais bon, si vous mangez après du magret de canard, que c'est pas cuit, ben, bon, le risque n'est pas nul, parce que normalement, ces ARN messagers se dégradent à partir de 65 degrés. Au-dessus de 65 degrés, ils se dégradent. Après, il y en a qui sont stables jusqu'à 100 degrés, notamment les petits ARN, comme les ARN interférents, alors que l'ADN, lui, est plus stable déjà. Jean-Marc, excuse-moi, juste pour préciser, excuse-moi de te couper, juste parce que moi, tu m'as expliqué, mais peut-être pourrais-tu expliquer ce que ça veut dire autorépliquant? Oui, j'allais y venir. Alors, en fait, ils développent trois types de vaccins, en fait, ARN messagers. Il y a l'auto-amplifiant, qu'on appelle aussi autorépliquant, hein, c'est la même chose. Il y a le transamplifiant, et puis il y a le point quantique de graphène, avec les ARN messagers conventionnels, ceux qu'on connaît actuellement avec le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna. Alors, les auto-amplifiants, par rapport aux ARN qu'on connaît, hein, ceux qui ont été utilisés là, pour l'épidémie de SARS-CoV-2, ils sont différents, ils sont plus gros déjà. Ils font entre 2 et 5 fois la taille d'un ARN messager conventionnel. Et ce qui a été inséré dans la structure en fait, de cet ARN qui est plus long, c'est une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Alors, ce complexe réplicase, il est issu d'un autre virus, hein, soit d'un flavivirus, soit d'un alphavirus. Et quand c'est un alphavirus, on utilise en fait 3 types d'alphavirus. Il y en a un qui s'appelle le Semliki Forest Virus, donc le virus de la forêt de Semliki, et je crois que c'est en Finlande. Il y a aussi le Sinbis virus, et puis il y a le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on insère de l'ARN supplémentaire qui va coder pour des protéines non structurales qui sont issues de ces virus, hein, donc soit d'alphavirus, soit des flavivirus. Et notamment, on parle de complexe réplicase. Alors, généralement, c'est un complexe de 4 protéines non structurales, qui sont appelées NSP1 jusqu'à NSP4. Et alors, à quoi sert justement ce complexe réplicase? Ben, ce complexe réplicase, il permet de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que quand on vous injecte un ARN messager auto-réplicatif ou auto-répliquant, vous avez une portion qui va coder pour la protéine spike, hein, dans le cas des vaccins contre la Covid, hein, anti-SARS-CoV-2. Donc, vous allez avoir une portion d'ARN qui va coder pour la protéine spike, et il y a une portion de cet ARN qui va coder pour ces fameuses protéines qui forment le complexe réplicase. Alors, quand ces protéines-là vont être produites, hein, donc elles vont être traduites par le ribosome pour fabriquer des protéines, donc vous allez avoir les protéines seules qui sont fonctionnelles, et donc ces protéines seules, elles vont être capables de faire une copie de l'ARN messager autorépliquant. Donc elles vont le copier, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer de l'ARN complémentaire, elles vont allonger un brin d'ARN qui va être complémentaire de l'ARN messager autorépliquant. Et cet ARN-là, en fait, il ne peut pas être traduit en protéine parce qu'il est de polarité négative. Mais par contre, il va être utilisé comme amorce, comme brin d'amorce, comme template, pour fabriquer un brin complémentaire. Et le brin complémentaire qui va être fabriqué, lui, il va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'en fait, ce complexe réplicase, il va vous faire fabriquer exactement la même chose que ce qu'on vous a injecté. C'est-à-dire, on vous injecte un ARN messager autorépliquant, et ben, ce complexe réplicase va vous fabriquer de nouveau des molécules d'ARN messager autorépliquant. Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez plus besoin d'injection de rappel, hein, puisque vous allez produire, votre organisme va produire en permanence de la protéine spike, parce qu'elle va produire à la fois le complexe réplicase et elle va produire de la protéine spike. Alors, elle produit beaucoup plus de protéines spike parce qu'en fait, il y a un promoteur sous-génomique qui fait que
qu'il y a aussi une copie, il y a aussi une traduction possible avec le ribosome directement au niveau de la portion d'ARN qui code pour la protéine spike et non pas pour le complexe réplicase. Donc, vous allez avoir plus de production de protéines spike dans la pratique que de complexe réplicase. Mais par exemple, pour les animaux, pour les canards qui ont été injectés avec justement un ARN messager auto-amplifiant, hein, c'est décrit, hein, si vous allez sur Internet, vous regardez sur le site officiel, vous allez voir qu'ils ont injecté donc, un ARN messager auto-amplifiant, dont l'antigène principal est l'hémagglutinine H5, et ils ont procédé à 2 injections, je crois que c'est à 1 semaine d'intervalle, de cet ARN messager autoréplicant. Et après, donc, il y a une production normalement continue du complexe réplicase et aussi de l'antigène, hein, c'est-à-dire l'hémagglutinine H5. Alors, les concepteurs disent qu'au bout d'un certain temps, ça s'arrête, hein, de lui-même, ce qui n'est pas tellement surprenant non plus, parce que justement, le système peut s'arrêter pour diverses raisons, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé, hein. Donc, on ne sait pas du tout combien de temps ça dure. En tout cas, c'est forcément très délétère. Et ce qui montre que c'est très délétère, c'est que dans les vaccins conventionnels, vous savez, vous avez quatre bases dans les nucléotides donc, qui forment donc ces ARN messagers. Et dans les ARN messagers conventionnels, hein, ceux de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, les uridines ont été modifiées par des méthyl-1 pseudo-uridines. Et en fait, dans les ARN messagers auto-amplifiants, on ne peut pas modifier les uridines, on ne peut pas les remplacer par les méthyl-1 pseudo-uridines parce qu'autrement, le signal s'éteint tout de suite. C'est-à-dire que la fabrication des protéines, hein, c'est-à-dire du complexe réplicase et de la protéine spike, s'arrête tout de suite. Ça montre justement les erreurs de lecture par les ribosomes, justement de ces dérivés méthyl-1 pseudo-uridines. Donc ça met bien en évidence qu'il y a la production de protéines complètement aberrantes avec les vaccins, entre guillemets, conventionnels contre le SARS-CoV-2, ceux qui sont utilisés actuellement. Donc, il y a quand même un grand danger. Et le danger vient du fait, comme le disait Estelle, qu'ils ont prévu de remplacer tous les vaccins actuels, absolument tous, par des vaccins ARN, ce qui est une aberration totale, hein, étant donné que ce n'est pas du tout au point. Hein. Ça a beau être étudié depuis les années 80, c'est absolument pas au point. Et ce n'est pas anti-scientifique de dire ça, parce que justement, si on regarde les données scientifiques, on voit que ce n'est pas du tout au point. Là, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment très clair. Donc, de faire passer les gens qui ne sont pas très convaincus de l'intérêt de s'injecter un produit qui ne protège ni de l'infection ni de la transmission, en disant que ce sont des anti-sciences, ça c'est complètement ridicule, parce que c'est tout l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse, au contraire, ceux qui prônent les injections ARN messagers n'ont rien compris. Et bien qu'il y ait eu 2 prix Nobel sur les ARN, hein, sur les ARN justement sur les vaccins, hein, notamment les dérivés nucléotides, avec le prix Nobel de l'année dernière, hein, celui qui a été attribué donc à Calico, à Catalina Calico, et puis l'autre c'est Drew Weissman, et puis le nouveau qui a été attribué à Ambrose là, et Koufkoun là, sur les ARN, les micro-ARN qui font partie des ARN interférents avec les SI-ARN, les petits ARN interférents. C'est très flippant, il n'y a pas d'autre mot, hein, d'entendre ça quand tu m'en avais parlé en septembre. C'est très grave. Vaccins, le problème, non seulement on va utiliser des ARN messagers qui ne sont pas du tout au point, mais en plus, pour vectoriser ces ARN messagers et puis pour diminuer la réponse immunitaire innée, on utilise des nanoparticules lipidiques et elles-mêmes aussi sont toxiques. Hein. Je veux dire, les lipides cationiques et les lipides pégylés qu'on retrouve dans les nanoparticules lipidiques, ils sont toxiques et ils sont virtuellement captés par tous les organes, y compris les organes reproducteurs qui les captent de façon spectaculaire. Hein. Les organes reproducteurs sont très riches justement en système rénine-angiotensine et en plus ils captent bien les nanoparticules lipidiques et donc ils peuvent capter bien sûr les ARN messagers qui sont piégés dedans. Et donc, ça peut produire de la protéine spike dans différents organes, y compris les organes reproducteurs. Donc, c'est très inquiétant. Ouais. Très inquiétant. Et Estelle aussi, je pense, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, justement pour mettre en garde. Vous avez votre micro coupé? On ne coupe pas.
Je sais, vous m'entendez? Là, c'est bon, oui, oui. Bon, d'accord. Juste, je voulais revenir sur le fait qu'on parle chaque année du fait qu'il y a de moins en moins de naissances, sans jamais évoquer la question de la vaccination. Jamais, sur aucune chaîne. Ça n'est, alors que c'est un phénomène qui est mondial, hein, quand même. En tout cas, dans le monde, disons, occidental, qui a été très vacciné, j'inclus des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils ont, on les inclut, même s'ils sont très loin, puisqu'ils ont le mode de vie occidental. Et ça n'est jamais évoqué. Pourtant, on en parle beaucoup en ce moment, hein, mais c'est Oui, vraiment un sujet complètement tabou. L'autre chose que je voulais dire simplement, c'est que le mot complotisme ne doit pas exister, parce que peut-être que le complot vient d'ailleurs, et c'est le mot valise pour nous interdire de parler. Or, normalement, la démocratie a été inventée pour faire coexister et débattre des gens qui ne sont pas d'accord, sans s'entretuer. On débat, on n'est pas d'accord. L'autre est un adversaire, mais n'est pas mon ennemi en principe. Donc le mot complotisme est le mot qui a été inventé pour faire taire complètement, pour tuer le débat. Ah, parce que contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas eu de débat et le consensus, n'a existé que parce qu'on n'a pas invité, notamment dans les grands médias, les gens qui n'étaient pas d'accord et là, je citerai quand même quelques noms, donc évidemment, Jean-Marc en fait partie, mais par exemple aux États-Unis, Jay Bhattacharya qui vient d'être nommé au NIH et qui fera partie, de l'administration Trump, à partir du 20 janvier, qui est un grand épidémiologiste, a eu aussi beaucoup de problèmes, a été chassé de ses institutions. Ils ont été très nombreux. Peter McCullough a eu des problèmes. Euh, John Ioannidis, immense épidémiologiste. Donc ça a été partout. Partout, on a dit, vous n'êtes pas en gros autorisés, vous êtes des complotistes. Il y a des gens qui étaient d'éminents scientifiques, hein, qui étaient euh, reconnus dans le monde entier, tout d'un coup se sont vus interdits de parole. Voilà. Oui, oui, tout à fait, c'est important de le dire. Et puis, effectivement, en mettant le terme complotiste, ça décrédibilisait n'importe qui finalement qui voulait prendre la parole. Estelle, est-ce que vous vouliez dire quelque chose justement sur les canards ou pas? J'insiste un petit peu, mais je ne sais pas si ça paraissait important. Là, non, non, mais j'ai juste pas. La viande de canard est une viande qui était intéressante au sens où la graisse s'éliminait très très bien, hein, puisque les Américains un jour l'avaient étudié, avaient trouvé que c'était dans le Gers qu'on mourait le moins d'accidents cardiovasculaires et comme ça, enfin, il a été étudié que la graisse de canard s'élimine extrêmement bien. Alors on peut avoir l'impression que le foie gras ou le confit de canard c'est très très gras. Je ne dis pas que ça n'est pas gras, mais c'est une graisse qui s'élimine mieux, par exemple, que celle de la viande de bœuf. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, je trouve ça complètement triste que nous avons une agriculture qui était très importante en France, qui était de grande qualité, et nous faisons des choses absolument épouvantables. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer parce que je pense que ce qui va suivre après le canard, pour le moment, il n'y a que le canard, mais je pense que tous les animaux vont être vaccinés. Je crois. Parce que là, ils ont commencé déjà à parler de la viande bovine. Ils nous ont trouvé un cas de H5N1 sur une vache, ou je ne sais plus, au Canada ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que tout risque d'y passer, y compris, ils pulvérisent avec des vaccins ARN les crevettes. Hein. Ça aussi, ça existe déjà. Euh, donc, les vaccins ARN, je crois, enfin, existent sans injection, hein, juste en pulvérisation. Donc, tout ça est un peu cauchemar. Hein, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je ne sais pas, Jean-Marc, si tu veux oui. rajouter quelque chose, j'ai Oui, l'impression. par rapport à la fertilité, parce que ça c'est un point important. Effectivement, quand il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine, qui va être induit par la protéine spike virale ou vaccinale, ça va être problématique parce que ça inhibe
la production des hormones stéroïdes, parce que le système rénine-angiotensine, il pilote la production justement des hormones stéroïdes. Donc, quand il y a un dérèglement du SRA, il y a une inhibition de la production de ces hormones stéroïdes. Alors, parmi les hormones stéroïdes, vous avez les glucocorticoïdes, comme le cortisol, donc l'hormone justement du stress. Vous avez une inhibition de la production de l'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde. Donc, vous avez les minéralocorticoïdes qui sont inhibés. Donc, l'aldostérone est impliquée dans la rétention hydrosodée. Et puis, ça inhibe surtout la production des hormones sexuelles, donc androgènes, estrogènes, progestatifs. Et en fait, on retrouve les éléments du SRA dans tous les organes, tous les cellules, tous les tissus, et notamment dans les systèmes glandulaires. Donc, ça va être l'hypothalamus, l'hypophyse, voilà, l'épiphyse, la glande pinéale. Notamment, ça agit donc sur l'hypothalamus, donc ça inhibe la production de GnRH, c'est la gonadolibérine, qui agit sur l'hypophyse, qui nous fait sécréter donc la LH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante. Et vous avez donc ces deux hormones qui agissent soit au niveau des ovaires pour produire les œstrogènes, voilà, les estrogènes et la progestérone, ou bien au niveau donc, des testicules pour produire la testostérone. Et donc ça, c'est inhibé, et puis ça induit une baisse de libido aussi, donc ça affecte vraiment voilà, la fertilité. Y compris aussi, ça pose des problèmes au niveau du fœtus, de l'embryon et du fœtus, parce que le système rénine-angiotensine est impliqué dans la fabrication des organes. Donc, on le détecte très, très tôt après la conception, au bout de 3 semaines, et on sait qu'il contrôle la production des organes. Voilà. Donc, merci pour tout ça. Et après 10 semaines pour le fœtus. Voilà, donc c'est inquiétant parce que déjà, ça inhibe donc ces hormones stéroïdes, mais on sait en plus que ça agit directement en fait sur la production de tas d'hormones et de neurotransmetteurs. Alors pourquoi? Parce que le dérèglement du SRA, par exemple, provoque un SIBO. Le SIBO provoque des inhibitions de transporteurs d'acides aminés, et vous avez par exemple une inhibition du tryptophane. Le tryptophane, il est très important parce que c'est le précurseur de la sérotonine, donc de l'hormone du bonheur. C'est aussi le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone des cycles nuit-jour, des cycles circadiens. C'est à l'origine également justement du NADH, du nicotinamide adénine dinucléotide, ce qui est très important pour les transferts électroniques. Ce qu'on voit justement, par exemple, les sirtuines, leur activité va dépendre du NAD+. Bon, vous allez avoir parallèlement une inhibition d'autres transporteurs comme la tyrosine et puis la phénylalanine, deux autres acides aminés aromatiques. Bon, eux, ce sont les précurseurs de la dopamine, de la noradrénaline, de l'adrénaline. La tyrosine, c'est un précurseur de la triiodothyronine, donc des hormones thyroïdiennes, de la thyroxine aussi. Donc, vous voyez un peu le bazar que ça peut mettre. Et puis, ça inhibe les transporteurs des acides aminés basiques, lysine, arginine, qui sont les précurseurs du monoxyde d'azote, qui est aussi très important parce qu'il est impliqué dans plein de choses, dans la cognition, dans la mémorisation, dans la vasodilatation et puis dans les phénomènes inflammatoires immunitaires. Donc, ça met en gros vraiment le bazar partout. Voilà, un dérèglement du SRA, ça peut vraiment atteindre tous les organes, tous les tissus, aussi bien le cerveau que le système immunitaire. Voilà. Donc, c'est là qu'on comprend mieux toutes les pathologies qu'on observe, qui sont très variées et très, très polymorphes. Voilà. Merci beaucoup. On a explosé le temps ce soir. Je vais me faire gronder. Nous avons bien dépassé. C'est passionnant en fait. Et je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir été là, de nous avoir informés, alertés aussi. Estelle, oui, il y avait peut-être quelque chose. Parce qu'il y avait une question très spécifique de quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut prendre de l'iode quand on n'a plus de thyroïde? Et là, peut-être qu'il faudrait y répondre parce que le reste peut se retrouver. On peut facilement retrouver soit dans le livre, soit dans certains articles, les infos. Mais là, c'est une question spécifique de peut-être quelqu'un qui n'a plus de thyroïde et qui se demande si elle peut prendre de l'iode, cette personne-là. Donc peut-être que Jean-Marc peut répondre juste avant. Moi, je dirais oui, parce qu'il y a certains récepteurs qui fixent l'iode
Et quand il ne fixe pas l'iode, il fixe des métaux, d'autres métaux, des métaux lourds, etc. Et donc, il vaut mieux qu'il y ait de l'iode pour saturer aussi ces récepteurs, voilà, parce que l'iode a plein d'effets bénéfiques. Donc, à mon avis, il faut continuer à en prendre. Et notamment, les personnes qui ont un déficit sévère en iode, souvent, c'est des personnes qui ont des Covid longs sévères. Pratiquement tous les Covid longs sévères ont très, très peu d'iode. Donc, il faut une supplémentation en iode qui va être très importante. Et puis aussi, on voit souvent des scorbutes. Hein. C'est une énorme déficience en vitamine C, et donc il faut supplémenter largement en vitamine C. Voilà. Soit liposomale, soit autre, la liposomale étant... Merci infiniment. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper. Ouais. J'aimerais bien qu'on en refasse une émission, si c'est possible. Oui, Estelle? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci vraiment à vous. Je remarque juste que les auditeurs étaient bien très branchés, avec avaient déjà un savoir très poussé, quoi. Voilà. Oui, effectivement, on se parle entre convaincus. Et puis là, si je disais ce soir à ces personnes-là que si vous pensez encore que notre gouvernement et nos chères élites nous veulent du bien après ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais voilà, si vous aviez peut-être quelque chose à faire, les amis, à découper notamment la partie sur les injections, là, les vaccins autoréplicants, ce serait intéressant de pouvoir partager ça au plus grand nombre, parce qu'effectivement, c'est assez affolant. Le but n'est pas, encore une fois, de vous faire peur pour vous faire peur, mais effectivement de prendre conscience que là, on avait encore le choix, même si c'était très imposé, notamment pour les personnels soignants et les médico-sociaux, de se faire injecter ou non. Demain, si ça concerne tous les vaccins, est-ce qu'on aura encore le choix? Est-ce que si c'est sous forme de spray, comme disait Estelle aussi, on pourra s'en protéger? Est-ce que si c'est, comme c'est déjà le cas, dans notre nourriture, dans notre alimentation, voilà. Donc à un moment donné, ça se resserre, et puis on se retrouve bien embêté. Pour pas dire autre chose, on va essayer de garder les chaînes YouTube et intactes, même si c'est compliqué. J'espère qu'on se refera une autre émission ensemble, avec grand plaisir. Merci aussi Estelle, je suis ravie de vous avoir connue ce soir. En vrai, merci Jean-Marc de l'avoir invité aussi. Merci, si vous souhaitez rester 5 minutes un petit peu en off, et puis je vais dire au revoir, parce qu'on a beaucoup dépassé. Au revoir à nos auditeurs et nos internautes. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir été là. Merci aussi, je disais, pardon, j'avais été à mon micro. Merci d'avoir été là, merci d'avoir commenté, d'avoir partagé aussi l'émission, et de garder votre humour aussi, parce que j'ai vu dans les commentaires passer des choses assez rigolotes, même si c'est pas drôle ce dont on parle, notamment quelqu'un qui avait mis mince, je pourrais pas faire la danse des canards le 31 décembre, c'est dommage. Donc voilà. Merci beaucoup encore à vous deux, et merci à toutes et tous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h. La même émission, la même heure, et la même fille, mais pas le même invité. À très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.